Bien, mais le webinaire a démarré. Bonjour à tous. On va se présenter. Bonjour à tous, je suis Sonia Teclaouli, je suis responsable conformité au sein de Mutami. Julien Jorel, je suis directeur de l'offre et des partenariats commerciaux et en charge de la réponse aux appels d'offres, notamment sur les collectivités territoriales. Bonjour à tous, Olivier Bellemare, je suis le directeur commercial de Mutami. Donc, je gère la responsabilité du réseau agence, du réseau collectivité et entreprise. Bien, on va démarrer le webinaire. Olivier va vous expliquer le pourquoi de notre présence. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. On est ensemble pour 1 heure et puis on va laisser la parole à Olivier qui va vous expliquer le déroulé. L'idée aujourd'hui, pour vous avoir invité à ce webinaire, c'est la réforme de la protection sociale des fonctionnaires et tout particulièrement de la fonction territoriale. Il faut savoir qu'une réforme est prévue sur les 3 versants de la fonction publique, territoriale, hospitalière et agent d'État. Donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la fonction publique territoriale. Donc, Sonia va vous présenter un petit peu le décret, la réforme. Nous prendrons un temps ensuite à la fin pour répondre à vos questions. Donc, vos questions que vous pouvez poser par chat. Et à ce moment-là, nous ferons un retour sur toutes vos questions sur la fin du webinaire pour essayer de vous apporter les réponses. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer la présentation, Sonia. Oui, alors la présentation, je vais la diffuser. Bien, en amont, avant de laisser la parole à Sonia, je vais vous parler un petit peu en 30 secondes de notre mutuelle santé. Mutami aujourd'hui, c'est une mutuelle qui a 60 ans d'existence, donc ça fait plus de 60 ans qu'on travaille pour la protection sociale des adhérents, mais également des fonctionnaires, puisque depuis le départ, on a travaillé avec la fonction publique territoriale, hospitalière et un petit peu d'État. Donc aujourd'hui, Mutami, c'est 24 agences qui sont réparties sur toute la partie ouest de la France. On va de Brest à Montpellier, en passant par Chartres, Toulouse ou Bordeaux. On a des liens donc historiques, je le disais, avec la fonction publique. 1/3 de nos effectifs, ce sont des fonctionnaires actifs ou retraités. On a plus de 700 établissements qui nous font confiance aujourd'hui. Les collectivités territoriales, les mairies, les comités de communes, les SDIS, les structures hospitalières, les hôpitaux, mais également les EHPAD, qui travaillent avec nous. On a donc plus de 60 ans d'expérience et on a eu beaucoup de retours terrain sur des questions sur cette réforme de la fonction publique en termes de protection sociale, d'où le webinaire du jour. D'autres suivront probablement en fonction de la sortie des décrets. Donc aujourd'hui, en 2 mots, Mutami fait partie d'un groupe, le groupe Humanis, dont elle est membre néant fondateur, avec d'autres mutuelles, notamment de la fonction publique, comme la mutuelle SMH, la mutuelle des services publics, AVC qui s'intéresse également à ce sujet-là. Donc un groupe de mutuelles qui s'entraident et qui vont vous apporter ces réponses-là. Et donc Mutami fait également partie de la Fédération des mutuelles de France. Donc un groupement de mutuelles qui a pour idée, pour leitmotiv, la défense des droits sociaux et de la sécurité sociale. Une mutuelle à vocation solidaire. Je laisse maintenant la parole à Sonia sur cette fameuse réforme. Alors, pour vous donner une idée du déroulé de ce webinaire, je vous présente maintenant le sommaire de ce webinaire. Donc, nous allons tout d'abord nous pencher sur le contexte réglementaire et les objectifs de cette réforme. On s'attardera sur les nouvelles obligations qui découlent de cette réforme et la population concernée par celle-ci. Nous nous pencherons sur les dispositifs existants, puisque en matière de fonction publique territoriale, il y a des dispositifs existants, contrairement aux autres fonctions publiques qui sont vraiment totalement impactées par cette réforme et partent plutôt de rien. On détaillera ensemble les modalités de mise en œuvre de la réforme. On s'attardera sur l'accord de méthode et ensuite on fera un point sur le calendrier. Donc tout d'abord, le contexte réglementaire. Donc, il faut savoir que depuis la généralisation de la complémentaire santé des salariés dans le secteur privé qui opère depuis le 1er janvier 2016, le gouvernement a souhaité se pencher sur le volet public
et harmoniser les pratiques entre le secteur public et le secteur privé. Cette réforme a été lancée par la loi de transformation de la fonction publique qui a été publiée le 6 août 2019, par laquelle le gouvernement devait proposer un projet de réforme, enfin un cadre général de la réforme par ordonnance qui devait être publié avant le 7 mars 2021. C'est chose faite puisque une ordonnance a été publiée le 17 février 2021 qui redéfinit la participation des employeurs des 3 fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La participation donc financière de ces employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leur personnel, qui définit également les conditions d'adhésion et de souscription de ces derniers, le tout pour favoriser une couverture sociale complémentaire. Une autre ordonnance a été publiée le même jour qui, elle, vise à encadrer la négociation des accords collectifs dans la fonction publique. Et on le verra dans le cadre de ce déroulé, le fait que ces 2 ordonnances aient été publiées le même jour n'est pas anodin. Puisque le webinaire de ce jour concerne la réforme de la fonction publique territoriale, on se doit de se pencher sur les textes qui sont propres à la fonction publique territoriale, à savoir le décret qui a été publié le 20 avril 2022 et qui vient préciser les contours de cette réforme en précisant notamment les minimums de participation financière de l'employeur public et les minimums de garantie en santé et en prévoyance qui sont imposés par le décret. Et on balayera ensemble, dans le cadre de ce webinaire, l'accord de méthode et notamment les impacts que cet accord de méthode qui a été publié le 12 juillet 2022 sur la conduite des négociations à mener sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale a sur le dispositif que nous allons présenter maintenant. Donc, penchons-nous maintenant sur les nouvelles obligations. Donc, les nouvelles obligations sont de l'ordre de 2. Donc, une obligation de participation financière en premier lieu, puis une obligation de participation minimale de garantie. Donc, tout d'abord, l'obligation de participation financière pour l'employeur. Elle concerne les garanties santé et les garanties prévoyance lourdes, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la santé. Donc, sur la partie garantie frais de santé, la participation financière qui est prévue par le décret est de l'ordre d'un montant minimum de la moitié d'un revenu mensuel qui a été fixé par ce décret. C'est un montant qui correspond à 30 €, donc la moitié de ce montant est 15 € mensuels par mois. Pour les garanties prévoyance, la participation financière est à hauteur d'un minimum de 20% d'un montant fixé par ce même décret et ce montant aujourd'hui correspond à 35%. Donc 20% de 35 €. Pardon. 20% de 35 €, c'est 7 € minimal qui doivent être désormais pris en charge pour la partie prévoyance. Les deuxièmes obligations qui s'imposent aux organismes publics territoriaux, c'est la prise en charge de garanties minimales, donc également en santé et en prévoyance. Pour la partie garantie frais de santé, les garanties minimales qui sont imposées par les textes correspondent au panier de soins minimal qui aujourd'hui est mis en place dans le secteur privé et qui est décrit à l'article L911-7 du Code de la sécurité sociale. Le panier minimal correspond grosso modo, pour ne pas rentrer dans tous les détails du panier de soins, au point suivant, c'est-à-dire la prise en charge intégrale du ticket modérateur pour les consultations, les actes et les prestations remboursées par l'assurance maladie. Il y a quelques exceptions, notamment des prises en charge pour certains médicaments ou encore les cures thermales qui ne rentrent pas dans la prise en charge intégrale. Le panier de soins comprend également la prise en charge à 100% du forfait journalier hospitalier, qui correspond aux frais d'hébergement et de repas du patient. Le panier minimal correspond également au 100% santé, ce qu'on appelle également le reste à charge zéro, qui est un dispositif qui permet de faire en sorte que les assurés n'aient pas de reste à charge lorsqu'ils vont consulter en optique, en prothèse dentaire ou en audioprothèse, par le biais de mécanismes de plafonnement avec les professionnels et une prise en charge du coup intégrale entre le régime obligatoire et le régime complémentaire. Le panier de soins prévoit quand même quelques exclusions qui ne sont jamais prises en compte, mais qui ne peuvent pas être prises en compte de par les textes. Ces exclusions sont les suivantes. La participation forfaitaire de 1 € pour les consultations, la franchise médicale de 50 centimes d'euros sur les médicaments et les pénalités financières qui sont imputées en cas de non-respect du parcours de soins.
Donc, tout ça, c'est sur la partie garantie frais de santé. Le décret prévoit également des garanties minimales sur la partie prévoyance lourde, qui concerne le risque incapacité de travail et qui concerne le risque invalidité. Le risque incapacité de travail, les textes prévoient le versement d'une indemnité journalière complémentaire qui correspond à une rémunération. Cette rémunération doit être équivalente à 90% du traitement indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire et à 40% du régime indemnitaire net, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versées par l'employeur. Sur la partie invalidité, les textes prévoient la couverture d'une rente qui garantit une rémunération équivalente à 90% du traitement net de référence pour les fonctionnaires qui sont mis en retraite en raison de leur invalidité et qui n'ont pas, bien sûr, atteint l'âge de la retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les textes ne précisent pas de prise en charge particulière pour le risque décès. C'est des questions qui sont souvent posées dans le cadre de cette réforme. Aujourd'hui, les textes ne prévoient pas de garantie minimale en ce sens. Ces nouvelles obligations de participation financière et de couverture minimale de garantie s'imposent pour la partie prévoyance à partir du 1er janvier 2025 et pour la partie santé à partir du 1er janvier 2026. La population concernée par cette réforme. Donc, tout d'abord, il convient de rappeler que l'obligation de participation financière et l'obligation de garantie minimale concernent tous les employeurs publics territoriaux. Il n'y a pas d'exception particulière sur le sujet et tous les employeurs publics territoriaux pour le compte de leurs agents en activité. Donc, le public aujourd'hui qui est concerné par cette réforme est le suivant: les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé, à savoir les contrats aidés, les apprentis et leurs familles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le texte n'apporte aucune précision sur les modalités de couverture des anciens agents en activité, des agents retraités et de leurs familles, ou encore des mécanismes de solidarité à mettre en œuvre à l'égard de ces personnes. Ce sont des sujets qui sont aujourd'hui en cours de négociation au niveau des négociations collectives, que nous aborderons un petit peu par la suite. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de précision sur ces modalités de couverture. Attardons-nous un petit peu maintenant sur les dispositifs actuels. Aujourd'hui, dans le cadre de la protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale, des dispositifs existent. Ces dispositifs sont prévus par le décret du 8 novembre 2011, qui prévoit une possibilité pour l'employeur de participer financièrement à la couverture de protection sociale complémentaire de leurs agents. Ces dispositifs sont aujourd'hui facultatifs. Ils sont mis en place par les employeurs au bénéfice de leurs agents titulaires, leurs agents contractuels, actifs comme retraités. Et ces dispositifs permettent donc à la collectivité de proposer une participation financière sur la partie santé et sur la partie prévoyance, pour faciliter notamment l'accès aux soins et couvrir la perte de revenus en cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. Ces dispositifs sont de l'ordre de deux. La possibilité de participation aujourd'hui des employeurs publics territoriaux sur la protection sociale complémentaire de leurs agents peut être effectuée de manière indirecte par une participation financière qui est directement versée à l'agent qui souscrit à un contrat auprès d'un organisme assureur. Donc, c'est l'agent qui est souscrit directement auprès d'un organisme assureur. Une couverture qui s'appelle, qui est dite labellisée, donc c'est-à-dire qui a été référencée par un organisme accrédité. Donc là, c'est une participation indirecte de l'employeur. Le deuxième dispositif qui est offert aujourd'hui aux employeurs publics, c'est une participation directe par la souscription de conventions de participation pour le compte de leurs agents. Et dans ce cas-là, la participation financière s'opère pour tous les agents qui décident d'adhérer à cette convention de participation. Aujourd'hui, la réforme prévoit que ces deux dispositifs existants sont conservés, c'est-à-dire le contrat dit labellisé et la convention de participation. L'ordonnance est venue préciser également un élément sur les conventions de participation en cours,
afin de savoir si il convenait de revoir ces conventions de participation ou pas. Ce que prévoit aujourd'hui l'ordonnance, c'est que toutes les conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022 sont conclues jusqu'au terme de cette convention-là et que les dispositions de l'ordonnance ne s'appliqueront qu'au terme de la convention. Sachant qu'une convention de participation, en application du décret de 2011, est conclue pour une durée ferme de 6 ans, avec des possibilités de résiliation anticipée, mais uniquement dans une seule possibilité en cas de motif d'intérêt général. Concernant les contrats labellisés, aujourd'hui, il est tout à fait possible de modifier des contrats labellisés en cours de labellisation. La labellisation est d'une durée de 3 ans avec des possibilités de modification annuelle en cas d'évolution des garanties ou encore des cotisations. Nous allons maintenant nous pencher sur les modalités de mise en œuvre de la réforme par l'employeur de la fonction publique territoriale. Donc, nous l'avons vu, aujourd'hui, la réforme prévoit le maintien des dispositifs existants. La grande nouveauté est la possibilité pour l'employeur public territorial de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Et cette mise en place peut résulter notamment d'une négociation collective. Les différentes possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux employeurs de la fonction publique territoriale sont les suivantes pour pouvoir respecter leurs obligations de participation financière et de garantie minimale. La première possibilité qui est offerte est la souscription à un contrat collectif par les employeurs territoriaux directement auprès d'un organisme d'assurance via un accord collectif majoritaire. La deuxième option qui est offerte est la souscription à une convention de participation par les employeurs territoriaux via une procédure de mise en concurrence et en l'absence d'accord majoritaire. Donc là, c'est le maintien d'un des dispositifs existants. La troisième possibilité est l'adhésion à la convention de participation du centre de gestion. Nous nous attarderons un peu sur le sujet après. Et la quatrième possibilité est la participation indirecte via l'adhésion d'un agent à un contrat labellisé. Il convient de préciser qu'aujourd'hui, les textes réglementaires n'apportent aucun élément sur la procédure de sélection des offres et la procédure de sélection des contrats et des organismes assureurs. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans le flou autour de ce dispositif, sachant que le décret de 2011 apportait certaines précisions sur tout ce qui était mise en concurrence et sélection des offres. Ce décret de 2011 est en cours de refonte. Donc, des éléments pourront être apportés sur ce sujet plus tard, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de détails à vous communiquer sur le sujet. Attardons-nous un petit peu sur chacune de ces possibilités. La première, le contrat collectif qui est souscrit via un accord collectif majoritaire. Ce que prévoit la deuxième ordonnance qui a été publiée le même jour sur la façon de mener des négociations collectives dans la fonction publique, ce sont les conditions de validité de cet accord. Donc cet accord est considéré comme valide s'il a été signé par une ou plusieurs organisations représentatives des fonctionnaires qui a recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier. Si la collectivité territoriale ou ses établissements publics n'a pas d'organisme consultatif, à savoir un comité technique ou un comité social territorial, eh bien, l'organisme consultatif de référence est celui du comité social territorial du centre de gestion, auquel est rattachée la collectivité territoriale ou l'établissement public. Pour pouvoir mener ces négociations, la collectivité doit mandater le centre de gestion pour mener ces négociations pour la collectivité. Ces accords collectifs peuvent prévoir un certain nombre de points dans le cadre de la couverture globale de protection sociale complémentaire, en fixant notamment un montant de participation obligatoire de l'employeur public qui peut aller au-delà de ce qui est prévu par les textes, en précisant que l'adhésion peut être obligatoire comme facultative pour toute ou partie des garanties. C'est-à-dire que l'ensemble des garanties on n'est pas obligé de prévoir des garanties obligatoires pour toutes les garanties. Enfin, on peut très bien dire certaines garanties sont obligatoires, d'autres garanties sont facultatives. Alors, dès lors que des négociations collectives aboutissent à un accord majoritaire qui le prévoit, l'employeur public pourra alors, via une procédure de mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour le risque santé ou pour le risque prévoyance, à adhésion obligatoire ou facultative, selon comment auront été conclus les accords collectifs sur le sujet. Le deuxième point
c'est la convention de participation qui est conclue directement avec l'organisme assureur. Donc là, c'est le maintien d'un des dispositifs qui est aujourd'hui existant, à savoir la possibilité pour la collectivité de conclure directement auprès d'un organisme assureur une convention de participation pour le risque santé, pour le risque prévoyance ou pour les deux risques. Cette conclusion de la convention de participation est soumise à une procédure de mise en concurrence qui se doit d'être transparente et non discriminatoire et qui permet de vérifier que les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires sont bien mis en œuvre. La troisième option qui s'offre à l'employeur public territorial, c'est l'adhésion à la convention de participation qui est conclue par un centre de gestion. La réforme de la fonction publique est venue instaurer une obligation pour les centres de gestion de conclure des conventions de participation, de conclure une ou plusieurs conventions de participation. La conclusion de ces conventions de participation par les centres de gestion s'effectue pour le compte des collectivités territoriales et de leur établissement. Et ces collectivités territoriales ou ces établissements publics peuvent y adhérer après signature d'un accord. C'est une possibilité de choisir cette convention, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional, interrégional, selon les modalités qui sont déterminées par le centre de gestion et selon la façon dont ont été mandatés ces centres de gestion par les collectivités. Enfin, la dernière possibilité qui s'offre aux employeurs publics territoriaux, c'est également un maintien d'un des dispositifs existants, c'est les contrats labellisés. Donc, on l'a vu un petit peu plus tôt dans le cadre de la présentation des dispositifs existants. Donc, dans ce cas-là, la participation de l'employeur est indirecte puisqu'elle est versée directement à l'agent. L'agent choisit lui-même son contrat auprès d'un organisme assureur. Les contrats labellisés sont labellisés par la délivrance d'un label via un organisme accrédité pour une durée de 3 ans. Et ce label est délivré au regard d'un certain nombre de critères, notamment le respect de certains dispositifs de solidarité entre bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. Ce qui convient de préciser également, c'est qu'aujourd'hui, la réforme prévoit ces 4 possibilités qui peuvent tout à fait se cumuler les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de partir sur un contrat labellisé en santé, sur une convention de participation sur la prévoyance. Il est aussi tout à fait possible de partir sur un contrat labellisé pour ensuite changer d'avis et basculer sur une convention de participation. Et il est tout à fait possible de partir sur des contrats collectifs obligatoires que pour un risque et pas pour les autres. Enfin, les options sont offertes dans différents schémas et il convient vraiment à chaque collectivité de se positionner pour savoir en gros ce qu'elle souhaite mettre en œuvre et la façon dont elle souhaite couvrir ses agents sur le sujet. Donc le schéma que vous voyez aujourd'hui, enfin là sous vos yeux, récapitule un petit peu les différentes possibilités qui sont aujourd'hui offertes aux employeurs, à savoir la première, le contrat labellisé, le second, la passation de contrats collectifs via un accord collectif majoritaire ou en l'absence d'accord majoritaire par la sélection d'une convention de participation après mise en concurrence, ou alors le dernier choix offert, c'est la possibilité d'adhérer à une convention de participation du centre de gestion. Attardons-nous maintenant sur l'accord de méthode. L'accord de méthode a été conclu le 12 juillet dernier. Cet accord de méthode a pour vocation et pour objectif de mener des négociations au niveau national entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives. Le but de cet accord de méthode est d'instaurer un cadre global de négociation au niveau national afin de permettre de fixer un certain nombre de règles malgré la diversité des employeurs. La fonction publique territoriale est très large et très différente. Enfin, les collectivités peuvent être toutes petites, très grandes, les besoins peuvent être différents, les métiers sont différents en fonction des collectivités. Donc, il conviendra de définir un cadre vraiment global qui pourra s'appliquer à toutes les situations. Et le but est également de ne pas bloquer le dialogue au niveau local. Donc, ce cadre permettra également au niveau local de pouvoir mener des négociations au niveau local. L'objectif qui est envisagé, c'est d'aboutir à un accord national au plus tard le 31 mars 2023 pour définir notamment
ces règles, ce cadre de règles. Et à l'issue de ce travail, ce qui est envisagé, c'est de proposer notamment des propositions de modifications réglementaires au gouvernement et faire évoluer la réforme telle qu'aujourd'hui elle est dessinée. C'est-à-dire que finalement, cet accord de méthode peut remettre un petit peu en question tout le dispositif qu'on vient de voir jusqu'aujourd'hui, si jamais des modifications réglementaires sont prévues ou des décrets complémentaires viennent apporter des précisions sur le sujet. Il faut savoir que la fonction publique territoriale a voulu se saisir davantage du sujet et ne pas laisser faire, en gros, le gouvernement tout seul dans son coin, en montrant qu'elle a une réflexion qui est menée sur le sujet. Voici des exemples de thèmes qui sont abordés dans l'accord de méthode. Donc, l'accord de méthode pourra notamment prévoir une amélioration des niveaux de participation ou du niveau des garanties, pourra définir des mécanismes de solidarité familiale, intergénérationnelle ou professionnelle. C'est un élément qui aujourd'hui n'est pas encore abordé du tout par les textes. Pourra définir des modalités de financement et d'adhésion, par exemple la prise en charge des hausses de cotisation ou d'indexation, la portabilité des droits. La portabilité des droits, qu'est-ce que c'est? C'est le maintien des garanties lorsque l'agent ne fait plus partie de la collectivité. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe en droit privé. Est-ce qu'il est possible de le retranscrire en droit public? Le débat est lancé, la réflexion est à mener. Le mécanisme d'affiliation, les mécanismes d'affiliation pourront également faire l'objet de réflexions, à savoir, est-ce que tous les agents sont obligés d'adhérer au dispositif? Sinon, quels sont les cas de dispense qui seront acceptés pour permettre à l'agent de se dispenser de cette adhésion? Donc là, ça marchera bien entendu dans le cadre d'un contrat collectif qui sera avoué à être à adhésion obligatoire pour permettre aux adhérents aux agents qui ont l'obligation d'adhérer de s'en dispenser via des cas de dispense. Autre thème qui sera abordé via cet accord national, un encadrement des différents régimes de participation, par exemple les conditions de solidarité entre les contrats individuels, les contrats collectifs, les modalités des contrats collectifs à adhésion obligatoire ou encore les critères de labellisation. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais un petit peu précédemment, le décret de 2011 qui prévoit aujourd'hui des dispositifs actuels est en cours de refonte. Donc des mécanismes vont certainement être modifiés et apporter des précisions sur la façon dont les contrats pourront être labellisés ou la façon dont les conventions de participation pourront être définies. Et enfin, un autre thème qui peut également être abordé dans le cadre de cet accord, c'est l'encadrement des pratiques, par exemple les évolutions tarifaires. Attardons-nous un petit peu sur le calendrier. Donc, tout d'abord, ce que prévoit l'ordonnance, enfin ce que prévoyait pour le premier point l'ordonnance, c'est que l'ensemble des collectivités devaient mener de manière obligatoire un débat avant le 18 février 2022 sur le positionnement en fait, à avoir sur cette réforme. Une grande majorité des collectivités n'ont certainement pas pu le faire puisqu'il était difficile de se positionner sur quelque chose qui n'était pas encore défini. Le décret a été publié en avril. L'obligation de débattre était en février, donc c'était un petit peu compliqué de se positionner sans connaître ni les minimums de participation ni les minimums de garantie. Ce que prévoit également l'ordonnance, c'est que dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités et leurs établissements publics doivent organiser un débat qui porte sur les garanties. Le décret du 20 avril 2022 est venu également préciser une clause de revoyure par l'instauration d'un débat qui doit être organisé 1 an avant la prise d'effet respective de chaque obligation, de chaque niveau de garantie. Donc, c'est-à-dire que ce débat doit avoir lieu le 31 décembre 2023, avant le 31 décembre 2023 pour les garanties prévoyance et avant le 31 décembre 2024 pour les garanties santé. Et ce débat doit s'effectuer notamment au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire le CSFPT. À savoir que du coup, chaque collectivité doit s'interroger finalement sur son dispositif actuel et mener des réflexions pour savoir comment faire évoluer éventuellement ce dispositif. Le décret prévoit également que si aujourd'hui la couverture qui est en place correspond aux minima définis en termes de participation financière et de garantie, on n'est pas obligé de redélibérer à nouveau et on peut maintenir le dispositif tel qu'il est aujourd'hui.
Pour finir, un petit rappel du coup du calendrier de cette réforme. Donc le 18 février 2021, l'ordonnance a été publiée. Le 20 avril 2022, le décret est paru pour fixer les minimums de garantie et les minimums de participation obligatoires. D'ici la fin du premier trimestre 2023, donc un accord national sera conclu pour définir les grandes lignes pour éventuellement améliorer ce dispositif qui est aujourd'hui prévu par le décret de 2011 et par le décret de 2022. Le but, c'est une retranscription éventuellement réglementaire d'ici le printemps 2023. Donc, je pense qu'on est très optimiste sur les délais, mais en même temps, vu le calendrier, ce serait difficile de tenir autrement ces délais-là. Jusqu'en 2024, chaque collectivité pourra, via la clause de revoyure qu'on a vu un petit peu précédemment, se pencher sur son dispositif existant ou le dispositif qu'elle souhaite mettre en place. D'ici 2024, c'est des sélections des offres et des contrats labellisés pourra s'opérer sur les garanties prévoyance et d'ici 2025 sur les garanties santé. Voilà pour la présentation de ce webinaire. Merci Sonia. On arrive à la dernière slide et après on passera aux questions. Donc, vous l'avez vu, les décrets peuvent évoluer. Il y a des choses qui vont sortir l'année prochaine et on vous tiendra au courant à travers ces webinaires. En attendant, 2025 et 2026, 2025 pour la prévoyance, 2026 pour la santé, c'est loin, mais c'est demain. Mais en attendant 2025 et 2026, certaines collectivités peuvent aussi vouloir mettre en place ou anticiper une forme de négociation de protection sociale envers leurs agents, avec ou sans participation, parce qu'il y a la question du budget également pour les collectivités dans le contexte actuel et de l'accès aux soins pour les agents. Donc en attendant, il ne faut pas hésiter à venir contacter vos complémentaires de proximité. Et donc on va vous afficher la carte de Mitami. On le disait en présentation, on a 24 agences sur la partie ouest de la France. Donc, vous pouvez contacter un conseiller de proximité pour voir ce qu'il est possible de mettre en place en attendant de passer à ces obligations sur lesquelles on vous tiendra au courant. Dans la partie sud-est, on a un partenaire, la Mutuelle des services publics, qui était avec nous, notamment au congrès des centres de gestion à Marseille en septembre, qui peut également vous proposer des offres labellisées ou des conventions de participation. Donc, on va arrêter la diffusion et on va répondre à vos questions. Donc, il y a une première question, je l'ai mis en direct, Sonia. Une convention de participation mise en place le 1er janvier 2022 et 2025 pour la prévoyance ou 2026 pour la santé doit donc respecter les conditions minimales prévues par le décret. Oui, alors ce que prévoit aujourd'hui l'ordonnance, c'est que les conventions de participation qui sont en cours au 1er janvier 2022 peuvent en gros jouer jusqu'à leur terme sans qu'il y ait de nécessité de remodifier ces conventions de participation. Quand on interprète strictement les textes, ce qui est la façon dont il faut l'interpréter, je ne sais pas si c'est la façon dont il faut l'interpréter, mais c'est la façon dont je l'interprète moi, c'est que les conventions de participation qui sont conclues après le 1er janvier 2022 ne rentrent pas du coup dans cette spécificité et doivent respecter du coup les minima du décret. Se pose toutefois la question d'aujourd'hui, le dispositif prévoit que ces conventions de participation sont d'une durée ferme de 6 ans, que la seule possibilité de les résilier par anticipation est un motif d'intérêt général. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas les mécanismes qui sont possibles pour modifier ces conventions de participation en cours qui auraient été notamment conclues après le 1er janvier 2022. Peut-être que la modification du décret de 2011 qui est en cours et qui prévoit notamment ce dispositif de durée ferme de la convention et des modalités de modification ou de résiliation pourra apporter des précisions sur le sujet. Merci Sonia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Olivier, si tu veux compléter. Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est une première base, puisqu'on l'a compris, il y a des choses qui peuvent évoluer au 31 mars 2023. Donc, bien entendu, les participants d'aujourd'hui
on invitera à ce moment-là, chaque fois qu'il y aura des évolutions sur des questions auxquelles aujourd'hui la réforme ne répond pas. Une des principales, c'est la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va déterminer, c'est quid des retraités. Donc, ça, il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui dans le privé, qui sont déterminés par la loi Even. Aujourd'hui, sur, par exemple, la labellisation, on conserve les retraités, et donc il y a une solidarité sur nos gammes, par exemple, labellisées, puisque nous sommes quand même labellisés. Nous gardons les retraités, nous avons un système de cotisation qui sont solidaires pour les retraités. Donc, toute cette question-là sur les futurs dispositifs, il va falloir pouvoir y répondre. On a aussi il y a une question sur les centres de gestion. Donc, sur les centres de gestion aussi, le mécanisme est pensé pour les plus petites communes qui ne peuvent pas forcément mettre en route un appel d'offres, enfin, des choses compliquées. Donc, est-ce que les petites communes auront intérêt de passer par le centre de gestion? Quelles propositions pourront faire les assureurs au centre de gestion, puisque en termes de tarifs, en termes de garantie, quand on est sur des gammes labellisées, on est plutôt sur des gammes qui sont, il y a plusieurs choix de garantie qui sont équilibrés techniquement. Le centre de gestion, lorsqu'ils vont faire leur appel d'offres, les actuaires, et pour avoir échangé avec plusieurs actuaires, dont les gens qui tarifient pour de grosses mutuelles, des actuaires indépendants, la crainte un petit peu, c'est de ne pas avoir la vision du risque, c'est-à-dire que demain, on ne connaît pas la démographie qui va rentrer dans cet appel d'offres, dans ces contrats-là. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi là-dessus, sur l'équilibre des régimes. Et je parle même pas de la prévoyance, déjà en santé, mais en prévoyance, c'est aussi vrai et encore plus vrai. Donc, il y a beaucoup de questions encore qui restent sans réponse. Les futures négociations, à partir du 31 mars 2023, on y verra certainement plus clair. Et donc, on refera certainement à ce moment-là un webinaire pour vous expliquer les évolutions et vers quoi on va aller au final. Merci Olivier. Il y a une question complémentaire. Donc les minimums de participation est évoqué en prévoyance et en santé, donc notamment 15 € sur la santé. Est-ce qu'il y a un plafond maximum de participation? C'est vrai que dans le privé, il y a des plafonds de déduction qui sont assez élevés. Est-ce que ça a été évoqué dans les décrets? Alors aujourd'hui, non, les décrets prévoient des minima de participation, mais pas des maximums de participation. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout figé par les textes sur le sujet. Des négociations et des textes sont également en cours de réflexion sur la façon dont ces modalités de participation peuvent être déduites fiscalement pour l'employeur et peuvent être éventuellement réintroduites dans le revenu de l'agent, comme dans le privé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de maximum sur le sujet. Merci. On arrive au bout du webinaire. On a le temps pour une dernière question. Bien, je vous propose qu'on conclue. Merci à tous de votre présence. Donc, comme indiqué en début de webinaire, il sera disponible en replay. Le support, la question a été posée, ne sera pas disponible, mais le webinaire sera disponible en replay. Le lien vous sera envoyé puisqu'on a vos adresses mail. Merci Sonia, Olivier. Merci. À tous. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions à la suite de ce webinaire, vers vos conseillers, vers vos agences ou vers nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.